Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, on se demande comment faire la paix avec nos écrans quand on vit dans un foyer avec 10 appareils connectés et 3 enfants qui grandissent entre YouTube, FIFA et Instagram. Ce n'est pas mon histoire, mais la question que s'est posée mon invité, et vous allez l'entendre, des solutions sont là. Bonjour François Saltiel. Bonjour Simon. Tu es un journaliste, producteur, spécialiste des enjeux numériques. On t'entend chaque matin sur France Culture dans un monde connecté et le vendredi à 14h pour la Fabrique de l'information. Tu signes un ouvrage écrit en couple avec Virginie Sassoon, qui est la directrice adjointe du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le Clémy. Vous avez 3 enfants, votre essai est très documenté, mais il est accessible à tous. Il est paru chez Flammarion, il s'intitule donc Faire la paix avec nos écrans. On va parler de cette bataille familiale, des solutions qui marchent et aussi de l'espoir que ça s'améliore, car tout le monde est concerné. On va plonger dans cette guerre qui se joue autant dans l'espace public qu'au cœur des familles. Tu nous diras si ta famille, justement, est parvenue à trouver des solutions auxquelles aspirent quasiment tous les parents, enseignants et même, je le pense, les enfants et les adolescents eux-mêmes. Mais d'abord, je me montre toujours curieux du parcours de mes invités en début d'épisode. François, je le disais, tu es un spécialiste du numérique. C'est une spécialité dans ton métier de journaliste. Parle-nous un peu de ce qui t'a amené à ça, si tu le sais. Oui, je le sais par la force des choses. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au numérique en 2014-2015, lorsque j'étais chroniqueur sur 28 minutes, donc l'émission d'Arte, qui passait tous les soirs, et j'avais une chronique quotidienne où tous les soirs, il fallait que je raconte en 3 minutes une histoire plutôt décalée sur l'actualité. Et c'est à ce moment-là où je puisais pas mal mes sujets sur l'espace numérique, qui étaient encore, tu vois, c'était il y a presque 10 ans, assez méprisés. C'est-à-dire qu'on considérait que sur YouTube, tu avais que des contenus divertissants, que c'était encore un espace qui était puéril, infantilisant. Et petit à petit, moi, j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de sujets sociaux et politiques qui montaient sur ces plateformes-là. Donc, je me suis commencé à m'emparer d'Internet comme une fenêtre sur le monde, tu vois, quelque chose qui racontait le monde. Et donc, tous les jours, à force de parler du numérique et d'arriver à convaincre aussi l'audience d'Arte qu'il peut y avoir une dimension géopole du numérique. Et puis, sur ce sujet, Donald Trump m'a pas mal aidé, hein, puisque quand il est arrivé sur sur son premier mandat, en 2016, on voit à quel point les réseaux sociaux ont été un outil de propagande de sa politique, sans parler du scandale Cambridge Analytica. Et donc, très vite, le numérique est devenu un espace essentiel de notre société. C'est comme ça que j'ai continué à m'y intéresser. C'est ta grille de lecture pour comprendre et expliquer le monde. On est fin 2000, fin 2025 quasiment, fin novembre en tout cas. Ça fait 90 ans que la télé existe en France, 31 ans qu'on a le web grand public. 18 ans nous séparent du premier smartphone, 20 ans pour YouTube et tout juste 3 ans pour ChatGPT, selon les dates, qu'on soit en France ou à l'étranger. Parmi tous ces écrans, lequel a selon toi le plus bouleversé nos vies quotidiennes ici en France? Ah, c'est une bonne question. C'est ce qu'on essaie de faire justement dans cet ouvrage, dans la première partie, l'histoire des écrans. Euh, Je dirais que le smartphone, évidemment, tu l'as cité, qui va bientôt fêter ses 20 ans, hein. L'iPhone est créé en 2007, ça sera en 2027, il aura 20 ans. C'est sans doute le téléphone qu'on appelle, nous, dans le livre, l'écran total, qui arrive en fait à cumuler toutes les techniques et tous les procédés des écrans préexistants. C'est-à-dire que tu vois, là, c'est pas le smartphone qui a inventé la captation de l'attention, hein. Tu l'avais déjà sur l'écran de la télévision avec la phrase de Patrick Lelay, le patron de TF1 de l'époque, qui disait vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, hein, comme étant sa mission. Mais on va dire qu'avec le smartphone, ça a amplifié ce phénomène-là, puisque notre captation de l'attention est maintenant constante, 24 heures sur 24, et plus personnalisée. L'interaction, c'est l'ordinateur qui l'a créé, mais tu l'as évidemment sur le smartphone. Donc en fait, le smartphone est un amplificateur de toutes les techniques préexistantes. Donc je dirais que c'est celui-là, cet outil-là, cet écran-là, qui est le plus prédominant et bouleversant en France comme dans le monde. Alors, ton livre avec Virginie Sassoon part à la fois d'une réflexion professionnelle, mais aussi très intime. Chez vous, il y a une ado de 17 ans et 2 garçons de 9 et 6 ans. Quelle place occupent vraiment les écrans à la maison aujourd'hui dans votre foyer?
Bah, comme tout le monde, une place importante, en tout cas autant dans les esprits que physiquement. C'était intéressant pour nous, tu vois, justement, d'alterner à la fois une expertise personnelle et une expertise professionnelle, parce on a beau être expert du sujet, on galère comme tout le monde. Donc l'écran nous oblige parfois, nous, en tant que parents, à alterner un rôle de gendarme et de dealer, ce qu'on dit dans le l'ouvrage, et je pense que ça parle aux gens, dealer de ton écran. Et en même temps, dealer, parce qu'on sait très bien que ce temps d'écran permet aussi aux parents de faire autre chose et d'avoir aussi des moments pour eux. Et gendarme, parce qu'on se rend compte que cet écran peut être dévorant dans leur attention et qu'il faut savoir le mettre à sa juste distance et équilibre. Donc, on est une famille connectée, consciente de ses dangers, mais aussi de ses facteurs positifs. Tu vois, on sait très bien que le numérique peut être un outil d'émancipation en tant que d'aliénation. Donc, il faut savoir faire preuve de techno-discernement. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, au sein de notre famille. Du discernement. Alors, on est tous ultra connectés et pourtant, les parents doivent inventer une nouvelle forme de parentalité, la parentalité numérique. C'est un nouveau mot, une nouvelle expression. Et il n'y a pas de mode d'emploi là aussi hein, pour la parentalité. Mm. Mais comment tu définis ça en quelques mots, la Ouais, il n'y a pas de parentalité mode d'emploi. numérique? Ouais, tu as raison. Parce qu'en fait, on est la première génération, tu vois, de parents à devoir être confrontés justement au numérique qui a bouleversé la sphère familiale. Euh, on n'a pas forcément grandi avec, nous. On a connu les deux mondes. Et par contre, nos enfants ont grandi avec. Donc, on a la première génération de parents à devoir gérer ça. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent tout court. Il y a encore moins de mode d'emploi pour être parent à l'ère du numérique. Donc, on découvre, on apprend en marchant. Donc, on développe plusieurs petits outils ou solutions pour essayer d'y faire face. Mais c'est vrai que bah, il faut prendre conscience de ce phénomène inédit pour nous, de la première génération, à devoir parler de Snapchat avec ses enfants, à être confronté au cyberharcèlement, à la captation de l'attention constante, à la technoférence, c'est-à-dire la manière dont les écrans interfèrent dans notre relation. Donc on est les premiers. C'est une génération de pionniers. Ont les Exact. parents et les enfants aussi. Quelque part. Alors, pour rappel, les chiffres, selon le dernier baromètre du numérique, il y a en moyenne 10 équipements avec un écran par foyer. Le temps d'écran est jugé trop lourd, trop présent par 42% des Français. Donc, c'est une auto-critique des personnes interrogées dans le baromètre fait par le Crédoc. Côté santé, Santé publique France rapporte que quasiment 100% des 3 à 11 ans sont exposés aux écrans, surtout à la télévision, et que le temps d'écran, lui, pour les mineurs, augmente évidemment considérablement de tranche d'âge en tranche d'âge. Dans le livre, tu le disais, vous avez cette image forte. Les parents sont parfois devenus des dealers d'écran sans savoir exactement ce qu'ils mettent entre les mains de leurs enfants. Alors la question est simple. On a globalement l'impression que les dangers de la surexposition sont connus, mais pourquoi le public se sent pas assez peut-être aidé, informé, en tout cas livré à lui-même? Ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que quand on rencontre les parents, parce qu'on en a interrogé beaucoup dans le cadre du livre, euh, on sent un sentiment d'impuissance et de débordement. C'est-à-dire que déjà, il y a plusieurs fausses croyances. Tu sais, il y avait toute cette idée où on pensait que l'espace extérieur, les villes, la rue, était un espace dangereux et que l'espace intérieur était celui de la sécurité. Donc, on a laissé beaucoup les enfants à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des appartements, à l'intérieur de leurs chambres, en leur confiant justement cet outil qui était une fenêtre sur le monde et qui est un déplacement qui se fait plus de manière, on va dire, horizontale, où tu vas sortir sur l'espace terrestre et tangible, mais vertical, c'est-à-dire le scroll, où tu vas aller naviguer finalement dans l'espace numérique, en pensant que cet espace numérique était plus ou moins sain, parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que la plupart des parents ne savent pas ce que les enfants font en fait sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Or, évidemment, cet espace, il a beaucoup plus de dangers qu'on peut l'imaginer, et on a mis du temps à prendre conscience qu'il fallait s'y intéresser. Donc là, ça la première chose. Donc, il y a eu, à mon avis, un retard à l'allumage par rapport à ces outils-là. Aussi, une forme de mépris, c'est-à-dire on se disait, bon, moi, finalement, ce qu'ils font sur Internet, c'est pas beaucoup de valeur. Or, ça a de la valeur, hein, positive comme négative. On a cru aussi pendant longtemps qu'il y avait une fausse vie et une vraie vie. Tu vois, on disait d'ailleurs, on se voit dans la vraie vie, ce qui voulait dire que le monde numérique, il est une fausse vie. En fait, c'est pas une fausse vie. Quand tu te fais, par exemple, cyber-harceler, tu te fais harceler dans ta vie, vraiment. Quand tu te fais insulter, tu te fais insulter. Menacer de mort, tu te fais menacer de mort. Quand tu vis aussi des expériences de sociabilité fortes, tu les vis vraiment.
Donc, on a longtemps cru un peu au mirage de la virtualité. Or, ce monde virtuel, il est tangible dans nos émotions, et c'est ce qu'on en parlera sans doute tout à l'heure, ce qu'on essaie de décrire avec un néologisme, hein, puisqu'on parle de société amphinétique pour parler justement de ce continuum de nos vies. On alterne moments connectés, moments déconnectés. Donc, on en a conscience, on en prend conscience, mais c'est assez récent. Et pour résumer, tu vois, on a eu aussi, concernant les réseaux sociaux, une première décennie d'enchantement, c'est-à-dire c'est génial, ces nouveaux outils qui nous permettent d'être tous médias, d'être connectés les uns aux autres. Un moment critique, affaire Snowden, Cambridge Analytica, ça c'est la deuxième décennie. Et aujourd'hui, on en est là. On a un moment où ce que nous, on appelle justement une maturité critique pour arriver à être conscient des dangers, mais pour autant arriver à transformer cette expérience comme étant la plus vertueuse possible. Oui, cette expérience, ces ressentis, ces sensations, et même, j'allais dire, la vie quotidienne, il n'y a plus de séparation, ressentie entre, l'espace extérieur et le monde numérique, tu le disais. Vous insistez beaucoup sur ce point. D'ailleurs, pour le meilleur comme pour le pire, on a là parlé des dangers, mais il y a aussi pour le meilleur. C'est important de réussir à partager, en tout cas à s'informer sur les expériences que vivent, nos enfants sur, ces réseaux sociaux-là, de pas, juste, les laisser faire, mais peut-être de se montrer curieux, un peu comme quand on demande de raconter sa journée à l'école? Exactement, bah, dans le livre, on le dit, tu vois, on pose souvent la question à ses enfants, comment s'est passée ta journée? On pourrait aussi poser la question, comment s'est passée ta journée en ligne? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as vu comme image? Qui tu as rencontré? Ou quel moment a été plaisant? Qu'est-ce que tu as appris? Qui tu as rencontré? Avec qui tu as parlé? Donc, oui, je pense que une des clés, c'est déjà d'arriver à ne pas dévaluer la teneur et le contenu des expériences qu'on fait en ligne, notamment chez les adolescents. Ça a de la valeur, en fait, ce qu'ils font. Donc, il faut s'y intéresser. Et ensuite, en s'y intéressant, on peut mieux comprendre aussi les émotions qui les traversent. Et surtout, on peut faire des écrans, un écran partagé, tu vois, un écran où on peut, ensemble, adultes comme adolescents, partager nos expériences réciproques, nos curiosités, pour maintenir le dialogue. Parce que, en fait, le livre parle beaucoup de la question du lien. Et l'écran individualisé, qui est celui du smartphone, tu vois, à l'inverse du cinéma, dont on parle aussi quand on parle de la grande histoire des écrans, ou d'une moindre mesure de la télévision, étaient tout de même des écrans communs. Et donc, comment on arrive à vivre dans une société individualiste qui prône aussi la consommation très personnelle et individuelle et en silo, en fait, de nos écrans. Allez, on va aller, plus en détail dans les solutions. Commençons par, celles qui sont à la main des gens. On parlera ensuite de celles qui sont plus sociétales ou politiques. Avec, Virginie Sassoon, vous avez créé une méthode au nom, facilement mémorisable. C'est simple, c'est Play, P comme partager, L comme libérer du temps sans écran, A comme accueillir les émotions et le Y du mot play pour yes or no pour donc poser des limites claires. Est-ce que ça a vraiment changé les choses à la maison chez vous concrètement? Comment mettre ça en place? Nous, ce qui a vraiment changé les choses à la maison, c'est la question de l'exemplarité. Parce qu'en fait, les enfants, je ne sais pas si tu en as, mais ce sont des fins négociateurs. C'est-à-dire que tu as tout ce que tu vas leur demander de faire, ils vont arriver très vite à retourner contre toi tout ce que tu leur demandes ou tous les devoirs. Donc, ils vont très vite aussi te mettre en accusation en disant bah, tu me demandes de faire ceci, cela, mais toi, tu es sans arrêt sur ton téléphone. Alors, oui, c'est pour le travail, mais franchement, tu passes pas beaucoup de temps avec nous, tu es toi aussi happé, toi aussi accro, etc. Donc, tu vois, la première chose, c'est la question de l'exemplarité. Et pour ça, c'est la question du contrat. Nous, c'est ce qu'on fait en fait avec les enfants, on signe des contrats. Mais tu vois, les contrats, ça engage les deux parties. Donc, c'est plus toi contre les écrans, c'est toi et moi contre les écrans. Donc, moi aussi, je me rends compte qu'on est vulnérable. Tu vois, dans le livre, il y a toute une approche sur l'accueil de nos vulnérabilités, en se disant je suis vulnérable, tu es vulnérable, nous sommes tous vulnérables par rapport à ces outils qui ont été pensés comme tels, pensés pour exploiter les failles de notre cerveau, les failles de notre attention, de notre humanité finalement. Donc déjà la première chose à la maison, c'est d'être exemplaire et de faire un pacte en disant bah, je te demande ça, mais je m'engage aussi à faire ça. Donc tu vois, faire des moments, le L de libérer, c'est libérer du temps en fait. D'attention en disant bah, pas de téléphone à table, pas de téléphone à partir de telle heure, viens on les remplace aussi par un jeu de société ou par une activité commune. Euh, Parce qu'il y a aussi la question tu vois, des alternatives. C'est que c'est bien joli de vouloir couper les écrans, mais encore faut-il avoir des solutions pour les remplacer et des alternatives qui sont désirables.
Donc, si tu veux, je peux te détailler le play en 2 secondes. Le P, c'est partager, comme tu l'as dit, faire en sorte que je sais pas, présente-moi un de tes youtubeurs préférés, et puis moi, je te parle aussi d'un des films que j'adore. Donc, tu vois, là, on est dans le partage. Le L, c'est libérer ce temps d'attention en prenant conscience qu'aujourd'hui, la surconnexion peut être ringarde. C'est-à-dire qu'on en entend, tu vois, c'était ringard d'être déconnecté. Nous, on croit qu'il faut vraiment développer l'idée que c'est ringard d'être connecté tout le temps pour retrouver un peu la joie à la déconnexion. Donc, le JOMO, à l'inverse du FOMO, le FOMO, la peur de manquer quelque chose. Le JOMO, la joie d'être connecté. Accueillir les émotions, on en a parlé, c'est ne pas dévaloriser, tu vois, les expériences qu'on vit en ligne. Et le yes, c'est un cadre, mais un cadre qui doit être souple et adaptable. Et enfin, le cadre réciproque, ce que je te disais l'exemplarité. Si on arrive à peu près à mettre tout ça en place, on arrive au play. Et le play, c'est aussi le jeu. On pense que toute cette approche, en fait, ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une notion de plaisir. Tu Hmm. vois, c'est pas punitif. C'est retrouver un goût de l'effort, mais le goût de l'effort, c'est de le faire avec envie et de se rendre compte que c'est profitable pour tout le monde. Alors, les lecteurs du livre le verront de suite, hein. Il n'y a absolument pas de prescription, hein. C'est un partage d'informations et d'expériences, mais c'est une invitation à la réflexion. On se demande comment réussir à détourner les yeux des écrans quand c'est nécessaire, alors que toutes les plateformes se battent pour capter notre attention et aussi celle de nos enfants. Mais tu informes aussi les lecteurs sur une autre forme de captivité. Nous sommes captifs des grandes plateformes, des réseaux sociaux et des messageries, notamment car elles gardent la main sur nos données. On connaît les géants, Google, YouTube, Meta, TikTok, X, et allons aussi dire pour Spotify, pour Deezer, sur lesquels vous écoutez probablement. Même si l'Europe durcit la régulation de ces plateformes, on reste donc captif de leurs écosystèmes. Pourquoi c'est si difficile de s'en échapper, en fait? Alors, ça, c'est une question compliquée. C'est si difficile parce qu'il y a ce qu'on appelle une puissance de l'usage. C'est-à-dire à partir du moment où ces outils ont été donnés, euh, accessibles à tous, gratuitement, même si tu sais bien que rien n'est gratuit, hein. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, c'est-à-dire que ce sont tes données qui sont exploitées. Mais en fait, les entreprises de la tech ont toujours le même système. Elles délivrent un outil, cet outil rencontre un usage, et ensuite, à la puissance de l'usage qui fait qu'on y construit des habitudes, un effet de réseau, on s'y implique, et ensuite, ça devient très difficile d'en sortir parce que le coût d'entrée, ce qu'on y a investi, ce qu'on a mis comme temps en énergie, est si fort qu'on n'a pas envie d'en sortir. Et ensuite, on n'a tellement pas envie d'en sortir qu'en Europe, on ne dispose pas non plus de beaucoup d'alternatives, on va dire, de logiciels, d'outils comme un réseau social, par exemple, donc on ne sait même pas où aller. Donc on y reste par habitude et parce qu'on a consenti à y livrer beaucoup de notre temps et de nos données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu es un ado, tu vas quitter TikTok, quitter Snapchat, quitter la communauté que tu as formée, forgée, tes amis pour aller ailleurs. C'est pas simple parce qu'en partant d'un réseau, tu as l'impression de quitter tes amis. Donc ça, c'est une première des choses. Et après, la deuxième, c'est pourquoi, par exemple, on s'habitue à aller sur Amazon pour se faire livrer, on s'habitue à être sur des plateformes qui sont loin d'être vertueuses, mais pour autant qui nous rendent bien service. C'est parce qu'elles ont su exploiter certaines failles, encore une fois, de nos comportements en court-circuitant nos efforts. Tu vois, tu remarqueras que la plupart de l'industrie du numérique est une industrie du distanciel. C'est-à-dire, moins je me déplace, plus je fais de choses à distance, mieux je me porte. Et on a parfois du mal à retrouver ce goût de l'effort. L'exemple le plus probant étant ChatGPT, tu vois. Hmm. On le donne à tout le monde, on l'utilise tous, et ensuite on se dit, ah, est-ce que c'est vraiment très bon pour notre cognition? Est-ce que si j'utilise trop, j'arriverai encore à écrire un mail tout seul, etc. Mais les entreprises de la tech s'en foutent. Elles, ce qu'elles comptent, c'est générer le plus de trafic possible pour générer le plus d'usages possible qui sont ensuite monnayés à des annonceurs pour faire le plus de profit possible. Hmm. Et pour l'exemple que tu donnais juste avant, pour être très concret, c'est qu'on ne peut pas emporter sa liste de followers ou d'amis d'une plateforme à une autre. Pourtant, c'est techniquement possible. C'est techniquement possible, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Pour donner un exemple concret, parce qu'on est sans doute de la même génération ou pas loin, tu te rappelles à une époque, on avait un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone il était donné par notre opérateur et on pouvait pas en changer. C'est-à-dire que tu étais, je sais pas, sur SFR avec ton numéro de téléphone, il était assigné à ton opérateur. Donc, si tu changeais d'opérateur, tu changeais de numéro de téléphone. Ce qui était un peu ennuyeux, tu vois, parce que tous tes amis avaient intégré ton numéro de téléphone. Et après, il y a une loi qui a obligé finalement à contraindre les opérateurs de dire que vous n'êtes plus propriétaire du numéro. Donc aujourd'hui, tu peux aller chez n'importe quel opérateur avec toujours ton numéro historique. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et donc, il n'y a pas encore d'interopérabilité du côté des réseaux sociaux. C'est pourtant
une préconisation qui est en cours lors d'un règlement européen, où tu pourrais, par exemple, sur X, te dire je m'en vais, ou Instagram, je m'en vais, j'embarque avec moi mes centaines, milliers, dizaines de milliers, peu importe, de followers pour aller sur Mastodon, Blue Sky ou des réseaux qui sont plus éthiques. Pour l'instant, c'est pas encore une obligation. On comprend en t'écoutant, mais aussi en lisant le livre, que vous n'êtes ni catastrophiste ni angélique, mais vous entendez aussi montrer avec Virginie Sassoon que avoir les bonnes armes pour faire la paix avec nos écrans est nécessaire, on l'a compris, mais parmi ces armes, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Elle est centrale. Pourquoi c'est devenu une compétence essentielle pour absolument tout le monde, les plus jeunes comme les plus anciens? Bah écoute, l'éducation aux médias et à l'information, c'est ce qui permet aux utilisateurs que nous sommes d'arriver à comprendre dans quel écosystème on navigue, quels sont justement les pièges et comment arriver à maîtriser un outil qui est finalement plus complexe qu'il n'y paraît, parce que il faut dépasser le simple côté intuitif que les plateformes nous poussent à utiliser pour comprendre en fait la manière dont ces outils sont codés, fabriqués, etc. Et surtout, ça devient essentiel parce que on peut plus rien attendre des GAFAM. Tu vois, on comprend maintenant que les GAFAM comme TikTok, hein, que les grandes plateformes nous font des belles promesses, mais qu'elles ne bougent pas. De comme ça ne viendra pas, la solution ne viendra pas des plateformes qui vont devenir d'un coup plus vertueuses, ça ne peut devenir que du récepteur, donc de nous, pour arriver à discerner encore une fois ce qui est profitable, ce qui est dans notre intérêt et ce qui ne l'est pas. Et donc ça ne passe que par l'éducation média. C'est finalement notre seule arme que l'on a à disposition, comprendre dès le plus jeune âge quels sont les tenants aboutissants et le fonctionnement d'une économie numérique. Comprendre, apprendre, on parlait des médias et de l'information, s'informer sur les médias, c'est important aussi. J'indique que tu proposes chaque vendredi à 14h sur France Culture la fabrique de l'information. C'est un rendez-vous radio qui est également disponible en vidéo sur YouTube, dans lequel tu analyses les grands récits médiatiques et la manière dont l'opinion se façonne. C'est la promesse et elle est tenue. C'est une nouvelle émission pour toi depuis la rentrée 2025. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quelques mots? C'est des interviews? Ouais, c'est des interviews, c'est une émission d'une heure, souvent avec 3 ou 4 invités autour d'une thématique, soit qui fait l'actualité, soit qui explique et qui fait de la pédagogie sur le monde médiatique ou le monde des récits. Puisqu'en fait, je sors un peu uniquement je sors du champ purement médiatique. Pour moi, ce qui façonne l'opinion, c'est les médias, mais c'est aussi les créateurs de contenu, c'est aussi la publicité, c'est aussi les entreprises. Donc tu vois, c'est comment on arrive à analyser tous ces récits-là avec une prédominance quand même portée sur le numérique. Parfois, il y a des grands entretiens. Là, j'en ai fait un récemment avec Hugo Décrypte, donc le créateur de contenu très connu des adolescents, qui pendant 1 heure s'est expliqué sur la manière dont il travaillait. Et on essaye d'arriver à donner des clés de compréhension et d'analyse d'un métier, le journalisme qu'on connaît assez mal, où il y a beaucoup de fantasmes en fait autour de ce métier, et de la manière dont nous sommes tous percutés par quantité de flux. On est vraiment aussi dans une société du flux. On y participe là d'ailleurs tous les deux là, en créant un flux supplémentaire. Ouais. Mais comment on arrive à comprendre ces flux, comment ils façonnent notre opinion, comment on le reçoit et comment il est conçu. Bon, tu vois, la promesse, elle est à peu près des deux côtés, du côté de l'émetteur comme du récepteur. François Saltiel était dans Soluble. Chères auditrices et chers auditeurs, j'ai bien conscience qu'on vous propose en effet ce podcast dont l'unique accès a été un écran ou une enceinte connectée. Alors je vous recommande de vous rendre en librairie pour prolonger votre réflexion et plonger donc dans le livre de Virginie Sassoon et de François Saltiel, et de ne pas trop négliger votre poste de radio, car vous pouvez retrouver François. Je vous donne les horaires, ce que j'avais pas fait. Un monde connecté chaque matin 8h50 et le vendredi à 14h. 14h. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, j'imagine. Tu es sur tous les écrans. Et oui, j'essaye. J'ai quitté X pour des raisons politiques et de santé mentale, mais je suis sur Instagram et LinkedIn. François, merci d'être passé dans Soluble. Merci à toi, Simon, pour la qualité de ton interview et à bientôt. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, c'estsoluble.media. À bientôt.